Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Clémence Mouelet-Moukouri, avec qui nous allons parler de son association Find Yourself. Une association qui compte beaucoup à mes yeux, car c'est elle qui m'a inspirée de parler des sujets de société avec un œil féministe sur mon média. Parce que j'ai eu la chance de participer à 3 éditions du mois de l'empowerment. On aura l'occasion d'échanger davantage à ce sujet pendant le podcast. Et j'ai pu rencontrer, grâce à cet événement, plein de femmes inspirantes, dont j'ai aussi voulu inviter à mon micro par la suite. Et quand c'est le cas, je te fais un fémage, Clémence, en début d'épisode. Merci beaucoup, je suis hyper touchée, je suis très contente que tu te sois lancée et encore plus contente du coup de pouvoir échanger avec toi pour ton podcast Estelle, c'est trop bien. T'es trop mignonne. Bah, merci aussi beaucoup à toi de m'avoir autant inspirée. Donc voilà, je te laisse te présenter. OK, donc bah écoute, je suis Clémence Mouelet-Moukouri, je suis la présidente et fondatrice de Find Yourself, qui est une asso loi 1901 qui œuvre pour l'égalité entre les genres par le biais de l'empowerment féminin. Donc de façon très concrète, on a 3 champs d'action aujourd'hui. Donc le premier, c'est un champ événementiel. On organise des événements autour du développement pro et perso pour permettre aux femmes d'avoir des ressources et des outils pour se développer sur ces différents pans de leur vie. Le deuxième, c'est un média également qui a commencé par un podcast, tout comme toi, et qui a évolué vers un talk show qui vise à mettre en lumière de nouveaux rôles modèles féminins ou des personnes issues de minorités de genre pour parler de sujets de société sur lesquels on est trop peu vu et trop peu entendu. Et le troisième, c'est le fameux mois de l'empowerment qui est du coup à la croisée de ces deux premiers champs d'action, qui est un festival qu'on organise pendant tous les mois de mars, où l'objectif, c'est encore une fois d'inviter des femmes ou des personnes issues de minorités de genre qui sont expertes dans des sujets ou qui ont des expériences notables de vie dans des sujets, encore une fois, de société sur lesquels il y a des inégalités, sur lesquels on parle pas encore assez, justement pour pouvoir évoquer de nouvelles solutions pour une société qui soit plus juste, plus égalitaire et plus durable. Merci pour cette présentation. Je recommande vraiment le mois de l'empowerment. Franchement, si c'est un événement que j'ai tous les ans, c'est bien celui-là. Trop cool. Je suis hyper contente et je suis vraiment contente que nos chemins se soient croisés et de voir ton visage à chaque fois pendant ces tables rondes, ça me fait vraiment très plaisir. Plaisir partagé. Du coup, pour rebondir un peu par rapport à ce que tu me dis, pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient besoin d'approfondir, ces sujets, ce que je comprends. Déjà, potentiellement, quelle est la différence entre un podcast et un talk show pour les personnes qui nous écoutent? Et aussi, une question forcément sur le mois de l'empowerment, c'est quels sujets qui sont abordés? C'est quoi l'empowerment pour toi? Donc voilà. Ouais. Alors, premièrement, pour la première question, la différence entre un podcast et un talk show. Le podcast, c'est le format que les gens écoutent, donc c'est-à-dire que tu as des bandes sonores, enfin des voix, tu as nos voix que tu entends quand tu marches et cetera, quand tu fais n'importe quelle activité. Tu peux avoir l'image parce que la plupart des podcasts sont de plus en plus filmés maintenant, comme tu peux ne pas avoir l'image et là, le talk show, l'idée, c'est vraiment enfin, c'est sur une chaîne YouTube, donc l'idée, c'est on l'a filmé. Donc je suis passée, moi, personnellement, du podcast au talk show parce que je dans mon idée de la représentation, il faut qu'on voit les gens. Et dans l'approche qu'on a dans Find Yourself et cetera, en fait, nous, ce qu'on prône, c'est l'empowerment, mais aussi le leadership inclusif. Dans l'idée d'être inclusif, il y a le fait d'être représentatif de la société. Et pour être représentatif de la société, il faut qu'on montre les personnes qui sont dans la société. Et en fait, l'idée, elle m'est venue, par exemple, elle m'est venue très concrètement, je me rappelle, pendant le Covid, où c'était chaud pour tout le monde. On était tous et toutes confinés, etc. Et je me rappelle qu'il y avait pas mal d'études qui sortaient, qui disaient que, en fait, déjà, les femmes sont sous-représentées dans les médias de façon générale, mais alors pendant le Covid, ça s'était beaucoup accentué. Il y avait la parole était très peu donnée aux expertes. Et de façon générale, de toute façon, voilà, on sait très bien que les femmes sont sous-représentées dans les médias. C'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur internet, enfin, dans tous les champs, toujours une sous-représentation et moi, je me suis dit: «Mais en fait, déjà, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour lutter contre ça». Et au-delà de juste représenter des femmes, il faut on représente les femmes que moi, je vois dans mon quotidien et les femmes que je vois dans mon quotidien, elles sont vraiment très diverses, en fait. Et quand je parle de diversité, je parle vraiment d'intersectionnalité. Je vois des femmes noires, je vois des femmes handicapées, je vois des femmes voilées, je vois des femmes blanches, je vois des femmes, grosses, je vois des femmes, enfin, je vois des femmes plus âgées, enfin voilà, je vois tout type de femmes qui m'inspirent tout autant. Néanmoins, ce ne sont pas ces profils-là qui sont mis en lumière dans la société, alors que chacune à notre échelle,
on fait en sorte justement de bouger les lignes. Donc, vraiment voilà, l'idée de passer au talk show, c'est que c'est toujours quelque chose qui peut s'écouter, mais en plus on peut voir parce que je pense que ça participe à normaliser en fait tout simplement, la diversité, la représentation de la diversité. Ouais, 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 c'est hyper intéressant ce que tu nous dis et je suis tellement en phase avec le féminisme intersectionnel. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, bah, dans le podcast, avec, bah, du coup parce que je pense que chacun et chacune, enfin, là, c'est plus des femmes que j'interviewe, c'est sûr, mais on a des expériences mutuelles à s'apporter et qu'on n'a pas les mêmes expériences de vie en fonction, bah, forcément de notre couleur de peau, notre religion, notre façon, bah, d'être, tout simplement notre personnalité, notre façon d'avoir des convictions et je trouve ça beau en tout cas de réunir tout ça avec le féminisme. Enfin du coup, enfin, moi je trouve que ton talk show et Maître Féministe, il y a vraiment un vrai écho, enfin il c'est tellement complémentaire donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller regarder, le talk show, à écouter, le podcast. Je crois qu'il est encore disponible, je l'avais vu de mémoire, encore sur les plateformes d'écoute. Ouais, tout à fait. On a fait en sorte du coup que les épisodes de talk show, on les a mis juste en bande son aussi pour qu'ils soient disponibles uniquement en podcast, donc oui, tout est dispo et oui, je suis d'accord, c'est hyper complémentaire. On a besoin de cette représentation, des unes et des autres. Ouais, complètement et c'est comme ça qu'on construira une société qui sera meilleure, plus juste. Parce qu'en fait, je pense que, le souci avec notre société, c'est que enfin, comment expliquer ça simplement? C'est qu'en gros, on a peur de ce qui nous ressemble pas. Alors que je pense que si on apprenait au moins à faire l'effort d'être curieux, de comprendre pourquoi on se ressemble pas et en fait, on peut trouver plein de similitudes, même si on est différents, en fait. C'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas être complémentaires, justement donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble tellement important et en fait, je pense que vraiment il faut qu'on apporte notre dose de bienveillance, d'empathie à ce monde, surtout avec toutes les horreurs qui peut arriver, chaque jour. Il faut quand même qu'il y ait de l'espoir pour que les mentalités changent, quoi. Tout à fait. Non, mais je suis hyper d'accord avec toi. En fait, c'est tout le propre de la xénophobie, c'est de penser que celui qui est autre, est forcément une menace. Alors que si tu reviens à la base, de toute façon, l'autre, ça reste un être humain. Donc à partir de là, Heu, finalement l'autre il est pas si autre que ça, déjà d'une part et après effectivement on est dans des contextes, enfin il y a tout un tas de choses qui expliquent la diversité aujourd'hui dans la société et c'est vrai que ça peut paraître un peu de dire, un peu bateau de dire: «Ah la diversité c'est une richesse», mais je pense que c'est réellement une richesse en fait. Le fait qu'on ne soit pas, des copier-coller les uns des autres, c'est bien pour pallier à différentes choses dans la société, c'est bien pour s'apporter, c'est bien enfin voilà, si dans je prends un exemple qui peut peut-être paraître vraiment très, très bête, mais si dans la nature, on n'avait que des peupliers, en fait, on n'aurait pas tout le reste qui nous permet d'avoir des arbres fruitiers, qui nous permet d'avoir des légumes, qui nous enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, la diversité permet à chacun d'apporter quelque chose à la société qui est utile et ce que je n'ai pas, tu l'as peut-être. Ce que tu n'as pas, je l'ai peut-être et comme ça, c'est que enfin, je pense que c'est vraiment en voyant les choses sous ce prisme-là, que tu ne peux que comprendre qu'en fait, c'est à célébrer, en fait, le fait d'avoir des personnes autour de toi qui ne sont pas exactement comme toi et il y a pas de peur à avoir de l'autre. Mmh, mmh, mmh. Ouais, je suis complètement d'accord et j'aime beaucoup le fait que tu dises: «Faut célébrer» parce que c'est vrai qu'on chacun, chacune, on est tous et toutes uniques et cette unicité, en fait, on peut se l'apporter, on peut s'apprendre tellement de choses des uns, des autres, donc ouais, c'est beau, c'est formidable et c'est vrai que c'est dommage de ne pas profiter de toute cette richesse qu'on peut créer tous et toutes ensemble et au lieu enfin, en plus, ce qui ça me fait penser à une réflexion que j'ai tout le temps en ce moment, c'est on est sur terre, genre, enfin, on va dire si tout va bien, on reste sur terre jusqu'à 80 ans, voire plus, hein, mais en moyenne, si vraiment les choses se passent bien, on reste sur terre jusqu'à 80 ans. Du coup, je me demande toujours, mais pourquoi on se tire des balles dans le pied? Pourquoi, il peut avoir autant de haine, alors qu'au final, notre vie, elle est limitée sur terre? Pourquoi les gens ne prennent pas ce temps pour faire, avoir de la gratitude, être bienveillant, être bon avec autrui? Parce que finalement, les réseaux sociaux, ça révèle le pire des fois de la nature humaine, hein, parce qu'il y a trop de haine et il f pour éradiquer la haine, moi, je pense qu'il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est clair et net, c'est clair et net. Je sais pas non plus, j'ai pas la réponse à cette question, hein. Pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que c'est plus facile de détester que d'aimer? Alors que quand tu regardes ne serait-ce que ce que ça génère en toi, clairement, vive l'amour, hein, franchement. Encore une fois, ça peut paraître hyper bateau. Je sais pas pourquoi est-ce que ça paraît si difficile pour certains, mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que, ben, voilà, pour toutes les personnes qui voient les choses comme nous, on a d'autant plus intérêt à se lier, à continuer à se lier, à faire des choses ensemble,
pour faire rayonner nos idées tout simplement, hein, et notre vision des choses. Mmh, mmh, mmh. Oui et tu parlais tout à l'heure de sous-représentation des femmes, dans tous les domaines et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément sensibilisées parce que c'est vrai que j'ai un féminisme éducatif et j'aime bien, expliquer tous les concepts pour que n'importe qui puisse écouter le podcast et sortir avec, le bon niveau de connaissance et du coup, pourquoi selon toi les femmes sont sous-représentées? Et du coup après je fais le lien avec le mois de l'empowerment sur, toi, comment tu as fait pour, représenter la diversité, des femmes, ou des minorités sous toutes ses formes? Mmh. Pourquoi est-ce que les femmes sont sous-représentées? La première réponse qui me vient, c'est tout simplement, qu'on est dans une société patriarcale. On est dans une société patriarcale, ce qui signifie que c'est une société qui est pensée par l'homme pour des hommes, et que le genre dominant aujourd'hui, c'est l'homme. Hem, Comment ça s'est passé? Pourquoi? Et cetera, et cetera. Je commence à beaucoup, à lire pas mal de j'essaie de lire pas mal de choses à ce sujet, et cetera. J'ai pas encore assez de références pour pouvoir, expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être que parmi tes intervenantes, il y en aura et si c'est le cas, j'ai hâte d'écouter, cet épisode-là. Néanmoins qu'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est factuel. Les femmes sont sous-représentées et on le voit dans tout, on le voit dans tout, vraiment dans toutes les sphères de représentation en tout cas et dans toutes les sphères de décision publique et politique. Les femmes sont sous-représentées et c'est un souci parce que, du coup, en fait, c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans la société, en fait. Et cette notion de domination qui fait que les femmes sont souvent, du coup, asservies ou en tout cas, on essaye toujours de les asservir, c'est pas OK. C'est juste pas OK. Ça brime les individus, ça les bride, ça enferme aussi les individus, et je dis les individus parce que ça concerne les femmes, mais aussi les hommes, parce que dans ce statut de domination et cetera, il y a aussi beaucoup d'injonctions qui sont faites aux hommes, et qui les enferment dans des carcans qui sont négatifs, même au-delà de négatifs, qui sont destructeurs pour les femmes, mais aussi pour eux-mêmes. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui n'est absolument pas bénéfique pour la société, la façon dont on la pense, la façon dont on la vit et la façon dont on cohabite, les uns avec les autres, quoi. Mmh. Donc oui, pourquoi est-ce qu'il y a cette sous-représentation? Parce qu'on est dans une société patriarcale. Maintenant comment lutter contre ça? Avec des projets, je pense, comme les autres et une approche éducative, même s'il faut admettre que c'est fatigant et que parfois on n'a pas envie. Quand tu expliques un truc qui paraît le plus simple du monde et que tu dois t'évertuer à l'expliquer, ouais, ça saoule. Mais en fait, c'est bien parce qu'on fait ce qu'on fait que petit à petit ça change, quoi. Oui, c'est ça. J'aime bien dire qu'on plante des graines d'éveil féministe qui pourront, du coup germer ou pas, mais au moins il y a cette intention qui est là, qui est lancée et bah, après les personnes elles prennent ce qu'elles ont envie de prendre ou pas, mais en fait on leur laisse, le choix et c'est vrai que, je trouve ça important. C'est vrai que je peux comprendre aussi que ce soit décourageant, de devoir toujours, s'expliquer, pour quelque chose on va dire qui paraît simple. On veut, l'égalité, l'équité, enfin c'est pas enfin, ça paraît, absurde, enfin on devrait pas, le demander, ça c'est sûr. Mais après je pense aussi que malheureusement, le féminisme n'est pas forcément toujours bien compris, parce que, il y a encore cette fausse idée comme quoi, le féminisme c'est, la suprématie, féministe ou encore dans les médias, ils montrent que des exemples de féministes, assez extrêmes ou de personnes qui, selon moi, ne sont pas féministes. Par exemple, les fémilistes qui, qui n'incluent pas, les personnes trans dans le combat, pour moi, c'est pas des féministes. Enfin, c'est pas c'est pas possible. Tu peux pas exclure et tu peux pas renier, l'identité, même la personne qui elle est, parce que, tu as de la haine envers elle et enfin, ouais, il y a pas mal de choses qui sont encore aussi un peu bizarre, mais c'est pour ça que, ouais, il faut changer les choses à nos manières et que chacun et chacune peut agir à son échelle et peut planter ses propres graines d'éveil féministe, quoi. Exactement, exactement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'a pas voilà, dans le féminisme, il y a des féminismes. Le nôtre est intersectionnel, celui de certaines ne l'est pas et du coup, même dans ça, hein, du coup, on peut être, particulièrement opposés et encore une fois, hein, on se lie avec les personnes qui ont une vision similaire à la nôtre et on essaie du coup d'expliquer nos idées, d'expliquer en quoi ça nous permet effectivement, encore une fois, de créer une société qui est plus juste, plus durable, plus égalitaire et pas que pour les femmes, mais pour tout le monde au final, parce que vraiment,
Si tout le monde est féministe et selon notre approche, si tout le monde, elle partage notre féminisme, en fait, la société, elle va forcément mieux, quoi. Mais il s'agit de s'éduquer, il s'agit d'avoir déjà la 1re chose, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit, d'avoir la volonté de comprendre et encore une fois, parce que les médias montrent, les médias ne reflètent qu'une partie de la société et les médias sont aussi très politiques. Enfin, voilà, on a le triptyque vraiment, opinion publique, médias et politique, où il y a tout le temps des interconnexions et des influences, entre ces 3 différents points. Néanmoins, aujourd'hui, les médias ne sont pas garants d'avoir une vision vraiment, correcte et complète d'une situation, d'une problématique sociétale. C'est aussi pour ça qu'on crée nos propres médias. Alors du coup, bah, ça va prendre plus de temps pour nous d'avoir, pignon sur rue, mais on est quand même là. Mais voilà, ça demande à chacun aussi chacun et chacune d'avoir l'ouverture d'esprit de, sur un sujet qui est donné, aller chercher différentes pistes d'information et pas s'arrêter à la principale source d'information qui nous est donnée parce que potentiellement, c'est pas la réalité, en fait. Et c'est vrai que moi, souvent, enfin, moi, une des premières discussions que j'ai, hein, quand je dis: «Ah, tu es féministe? Ah ouais, du coup, tu es anti-homme et cetera et cetera». Bah non, pas du tout, pas du tout et donc du coup, je suis obligée de réexpliquer parce qu'en fait, bah, l'image des féministes aujourd'hui, c'est forcément, des femmes, qui veulent, enfin, je sais pas, il y a tellement d'idées reçues, en fait, j'arriverai même pas à synthétiser toutes les dingueries qu'on a pu me dire. Mais en tout cas, à chaque fois, les gens qui me, entre guillemets, «reprochent» d'être féministe ont des idées préconçues sur la façon dont je vois les choses et parce qu'en fait, bah, c'est une preuve juste de fermeture d'esprit et je crois ce que je veux bien croire et je cherche pas réellement à m'informer et à comprendre et donc du coup, à être aussi dans une posture, qui me permet d'être une personne meilleure parce que plus empathique, et moins égocentrée. Ouais, tout ce que tu me dis, ça me parle parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est dans une société où à l'heure actuelle, forger son esprit critique, c'est une compétence, qui doit enfin, qui a à mes yeux, est indispensable, surtout, bah, que ce soit, avec, ce qu'on reçoit comme information, l'intelligence artificielle, qui va forcément pouvoir inventer des nouvelles choses ou même tout simplement sur les réseaux sociaux avec un biais de conformisme qu'on peut avoir parce qu'on va avoir que du contenu qui nous ressemble, enfin qui pense comme nous, donc ça va pas nous éveiller à aller plus loin que ça et pour rebondir par rapport au ce que tu disais, pour les hommes, je partage également ta vision. Les hommes sont, complètement les bienvenus dans le combat. On a besoin d'eux. Enfin, on peut pas se battre sans les hommes et du coup, j'aime bien rappeler, ces événements que, bah, s'il y avait pas eu des hommes, dans le combat, on n'aurait sûrement jamais eu le droit de vote, le droit à l'avortement. Donc c'est important que, bah, ils soient alliés, soient féministes, enfin, ils peuvent se définir comme ils le souhaitent, mais qui rejoignent la cause, pour, aller vers un monde plus juste et meilleur, quoi. Tout à fait. C'est tout l'enjeu d'avoir des privilèges, c'est de s'en servir à bon escient, tout simplement et quel que soit, dans la société, de toute façon, tout le monde a à un moment donné, des privilèges. C'est juste que sur l'échelle des privilèges, on n'est clairement pas, logés à la même enseigne, clairement et je pense que, quand tu es dans une position où tu es privilégié par rapport à une autre personne et cetera, tends la main. C'est pas une menace que de tendre la main à quelqu'un qui n'est pas privilégié. On a tendance à penser que si tu donnes, tu perds quelque chose. Quand tu donnes quelque chose, tu gagnes autre chose et ça, c'est vraiment je pense, c'est vraiment un switch d'état d'esprit que les gens ont besoin de comprendre et pour le comprendre, il faut l'expérimenter. Si toi, en tant qu'homme, demain, je sais pas, tu es directeur d'une grosse boîte et que tu as une femme qui est directrice d'une grosse boîte à côté, enfin l'idée la plus «commune» entre guillemets, c'est de se dire: «Punaise, forcément on va être en rivalité, forcément ça va être la compétition, forcément c'est elle ou moi, quoi». C'est toujours l'enjeu là, l'idée de compétition, de pouvoir et cetera. Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à switcher d'état d'esprit en disant: «On peut faire de différentes dynamiques»? Ce truc-là de entre guillemets, il y a qu'un lion dans la jungle et entre guillemets, il y a qu'un roi en gros qui peut subsister. Pourquoi ça changerait pas en fait? Pourquoi est-ce on fait toujours comme si on n'était pas capable de créer des choses, de créer des modèles qui sont différents? Parce qu'on ne sort pas de nos carcans. Mais en fait, ça ne tient qu'à nous. Alors ça prendra du temps, ça prendra des efforts, ça prendra de la sueur, mais ça ne tient qu'à nous, heu, de créer des nouveaux modèles de société, heu, en remettant justement cette question de: «Si je suis privilégiée et que je donne à l'autre, je perds». Non, tu gagnes. Parce que tu seras mieux, pour ceux qui veulent des enfants, tes enfants seront mieux, tu seras plus en paix et franchement, ça prend tellement d'énergie d'être en compétition, d'être dans l'adversité et cetera perpétuellement. Punaise, si on était tous en mode, bah, en fait, j'ai ma place et l'autre a sa place et ni l'un ni l'autre n'est menacé par ça, ce serait tellement plus peace, tellement plus peace.
Mais tellement! Il y a une part de gâteau pour tout le monde, en fait et si le gâteau est trop petit, bah, tu en cuisines un nouveau et il y a pas de souci, il y a pas de problème. Exactement. Mais comme tu dis, ouais, ça nécessite, la compétence de l'esprit critique et cette compétence-là, bah, ça comme n'importe quelle compétence, ça demande de la travailler, ça demande de l'effort et ouais, on est dans une société où en fait, l'effort, on fait tout aussi pour que l'effort soit de moins en moins valorisé, tu vois? Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, même la façon dont on consomme le contenu, heu te pousse à ne plus faire d'efforts, à ne plus chercher. Tu veux que tout soit facile, tout soit tout cuit, donc tout pour tuer ton esprit critique justement, quoi et bah, ça nécessite une prise de conscience et se dire: «OK, comment je fais différemment maintenant?» Oui, non, ce que tu dis par rapport à l'effort, c'est très vrai, ça me parle et je pense qu'on peut ça enfin, c'est on va dire, là, je peux pas dire que c'est un problème de société, mais en fait, ça ces efforts-là, ça va un peu partout. Enfin, les réseaux sociaux, du coup, c'est une snack contente. Même dans les relations de couple, il y a des personnes, du coup, qui, bah, quand il y a des difficultés, bah, c'est mieux d'abandonner et recommencer avec quelqu'un d'autre plutôt que s'accrocher et faire des efforts par la suite et c'est vrai que c'est, en fait, je j'arrive pas trop à comprendre comment c'est possible que ce switch a pu, se faire, mais d'un côté, je comprends et je comprends enfin, je comprends pas et je comprends à la fois dans le sens où, on est par exemple très dépendant des nouvelles technologies et ça fait tellement de choses à nos places, par exemple ChatGPT ou plein d'autres, intelligences artificielles et en fait, on n'a pas assez de recul, enfin on prend pas le recul nécessaire par rapport à ces technologies-là et en fait, on se laisse, bouffer alors que finalement l'homme est toujours plus intelligent que la machine puisque c'est lui qui a les capacités de raisonner, de ch prendre ses choix en conscience. Mais c'est vrai que, tout est plus facile dans le sens tu par exemple, ça me fait penser aussi, hem, tu comment dire? Si tu as la flemme de cuisiner, bah, hop, bah, tu appelles le livreur, tu es livré, tu as la flemme d'aller en librairie, bah, c'est pas grave, tu as Amazon qui te livre. En fait, on devient une génération d'assistés. Ah mais clairement, de flemmard, d'assister et en fait, on s'agace quand c'est pas facile, on s'agace. Clairement, hein, va regarder quand tu galères à faire un truc, tu te dis: «Ah mais vas-y, pourquoi est-ce que c'est pas plus simple?» Une appli qui marche pas très bien ou qui bug, qui a un temps d'attente trop long et cetera. «Ah bah salut, je quitte, je prends autre chose». On devient impatient, assisté, flemmard et tout ça, on se rend pas compte sur, comment ça a un impact aussi sur la façon de considérer, je pense, les autres et la vie et l'apprentissage. C'est la flemme, enfin, tu vois, le goût de l'effort est amoindri par notre façon de consommer certaines choses, malheureusement et je pense que, ouais, c'est une vraie prise de conscience à faire parce qu'autant, bien sûr, enfin, on dit ça, hein, on «philosophe sur ça» entre guillemets, quoi, mais autant, bien sûr, c'est trop cool d'avoir des choses qui te facilitent la tâche, de pas galérer comme tu galérais, avant, enfin, tu vois, à faire des trucs, comme tu dis aussi, des trucs du quotidien, quoi, qui sont très, très simples, enfin, qui sont très, très simples maintenant et qui l'étaient pas avant. Donc heureusement qu'on a créé des moyens pour faciliter les choses. Néanmoins, encore une fois, gardons notre esprit critique, quoi. Si se faciliter la tâche, ça signifie aussi à côté d'avoir une certaine fainéantise, sur ce qui fait justement, notre unicité et notre valeur ajoutée en tant qu'humain dans la société, bon, peut-être qu'il faut re-questionner un peu nos usages. Ouais, complètement et ça me fait penser pour, rebondir aussi avec des choses que tu disais, auparavant. C'est que, fait, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier avec les technologies, l'être humain qu'il y a derrière, par exemple sur un réseau social, quand tu reçois de la haine, en fait, je pense pas que les personnes réalisent qu'ils s'adressent à un autre être humain, parce qu'en fait, il y a la barrière de la technologie qui fait que, bah, en fait, on n'est pas en face à face, que si c'était en face à face, les gens ne se permettraient pas tout ça. Bon, bien sûr, certains, oui, aucun souci, mais la majorité, non et pourtant, moi, je suis persuadée qu'on peut trouver, des réponses dans l'expérience des autres, notamment, par exemple, dans les livres, parce que c'est des gens qui ont vécu des choses et qui nous partagent leur expérience, du coup, que ce soit des livres, des podcasts ou que sais-je et je me dis que ça me semble tellement important, de partager ces expériences. Mais après, ça m'amène à me penser à une question. Toi, par exemple, pour, Find Yourself, pour, le One Empowerment, je reviens sur ma question, sur, bah, comment tu fais pour trouver, les invités, comment tu sais que ces invités-là, elles vont, partager de la full valeur ajoutée, dont tu as besoin? Parce que ça, c'est pas aussi évident. Je pense que imaginons qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient, avoir des discussions, plus profondes avec, leur entourage, leurs proches ou que sais-je, mais qui savent pas vraiment par où commencer parce que c'est pas forcément évident de trouver la bonne personne avec qui, ça va matcher et avec qui le sujet va être pris,
de la façon, voilà, pour nous, hein, de façon féministe. Donc voilà, je me disais: «Ça peut être sympa de partager des clés». Ouais. Du coup, ta question, c'est comment je fais pour trouver ces personnes-là Ouais, et savoir si elles vont apporter de la valeur? ouais. Je cherche. Ça, je le dis, là, c'est une réponse vraiment pour, c'est une réponse que je donne tout le temps pour les personnes qui disent, parce que beaucoup de fois, il y a plein de femmes qui enfin, je vois notamment, bah, je prends LinkedIn en exemple, mais quand je vois des panels dans de grosses entreprises et cetera, ils vont parler diversité, équité et inclusion, par exemple, et ils vont te mettre une femme noire et ça y est, on a fait le panel, quoi, par exemple. Ou, ou même pas, ils vont te mettre que des personnes blanches, qui sont majoritairement des hommes et peut-être une femme, histoire de dire que, bon, quand même, on a essayé de faire le truc, tu vois? Pour dire, on va parler diversité, équité et inclusion avec des personnes qui sont à la tête de pôle diversité, équité, inclusion. Et quand tu creuses, les gens disent souvent: «Oui, non, on ne les trouve pas, les expertes, les ceci, les cela». Ben, en fait, je cherche. Je cherche, tout simplement. Déjà, il y a vraiment ce truc-là de si tu veux faire quelque chose, si tu veux une réponse à une problématique, va les trouver parce que ces gens-là existent, en fait. Tu pourras me dire ce qu'ils sont moins nombreux, qu'ils sont ceci, cela, ils existent quand même. Heu, donc vraiment, il y a un travail de recherche qui est fait, qui est très important et quand je cherche mes intervenantes, je dis pareil à ma team, je leur dis: «C'est hyper important pour moi d'être les plus représentatifs possibles» et on a une grosse marge de progression, encore une fois, hein, même nous, à notre échelle, on a une énorme marge de progression, mais je veux que cet effort, encore une fois, il soit, systématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai vraiment le truc de j'aime vraiment beaucoup les gens. J'aime les gens, j'aime parler aux gens, j'aime comprendre ce qu'ils vivent, comprendre ce par quoi ils passent, j'aime comprendre la façon dont ils réfléchissent et cetera. C'est quelque chose qui m'anime et qui me motive vraiment particulièrement. Enfin, ça me c'est un plaisir que je prends. Ça m'enrichit justement et donc c'est je pense que c'est quelque chose qui me permet aussi de connecter avec les gens, et de faire en sorte que, bon, bah, voilà, tu vois, sur un sujet donné, je vais avoir cette ouverture d'esprit-là. Je vais avoir ça en tout cas, je vais essayer d'avoir cette ouverture d'esprit-là, je vais essayer d'avoir cette empathie-là pour pouvoir trouver des personnes qui vivent des choses différentes de ce que je vis ou peut-être similaires à certains points, mais qui vont répondre justement à des problématiques qui peuvent nous concerner, à plus large échelle. Heu, donc voilà, je cherche, j'ouvre mon esprit, heu et troisième, je tente, hein. Tu es jamais, convaincu, tu es jamais à l'abri de et même quand tu as cette démarche-là, tu vois, justement d'intersectionnalité et cetera, ça ne veut pas dire que je suis sans biais. Moi aussi j'ai des biais, moi aussi j'ai des croyances limitantes, j'ai des préjugés, j'ai plein de choses et cetera. Mais j'essaye au maximum de les questionner pour qu'ils ne limitent pas mes interactions et qu'ils ne limitent pas, mes rencontres, en fait, tout simplement. Que ça ne me limite pas à ce que je connais et uniquement ce que je connais, mais justement ouvrir davantage mon esprit, pour connecter avec d'autres personnes et chercher justement à créer ces cercles vertueux. C'est hyper intéressant tout ce que tu nous dis, merci pour le partage. Ça me fait penser directement au fait de sortir de sa zone de confort et également, parce que, pendant l'histoire, ça a été quelque chose, comment dire? Ouais, pour expliquer ma pensée plus simplement, hem, pendant longtemps, on a pensé que les femmes n'avaient pas marqué l'histoire, alors qu'en fait, si, elles ont marqué l'histoire, mais elles ont été invisibilisées, elles ont été effacées et en fait, c'est tout le problème, c'est qu'on les a pas cherchées, on les a volontairement mis de côté et après on dit: «Bah, ah non, hein, il y a que les hommes, hein, qui ont marqué l'histoire, les femmes, elles ont rien fait», alors que c'est faux et du coup, ouais, c'est des choses qui peuvent se perpétuer. D'ailleurs, en exemple que j'ai en tête par rapport à ça, parce qu'on a parce que tu parles de biais, croyances limitantes et ça va aussi dans ce point-là, c'était au 19e siècle de mémoire, que, on a eu les compétences pour faire, des fouilles archéologiques et compagnie et en fait, les archéologues de l'époque, c'était des hommes, ils étaient dans au 19e siècle, c'était vraiment pas du tout la même condition, de vie pour les femmes et du coup, ils ont fait des erreurs. Par exemple, ils avaient découvert, il faudrait que je retrouve les sources parce que je sais plus trop en tête, mais ils avaient découvert, un tombeau de mémoire avec, plein de richesses et du coup, ils ont pensé avec ce biais-là et du coup, bien longtemps après, aujourd'hui, avec nos technologies actuelles, on s'est rendu compte que, eh ben non, ils avaient tout faux. C'était bien, une femme qui était, qu'ils avaient identifiée comme un homme. Donc ouais, les biais, ouais, ça peut être vraiment dangereux, ça peut être dangereux. Ah ouais, c'est clair. Bah, surtout quand, alors quand ils sont inconscients, c'est très dangereux, mais entre guillemets, tu peux donner «l'excuse» et encore.
que les gens sont pas conscients, mais alors quand ils sont conscients et que tu fais rien, bah là, c'est fatal, hein, clairement. Et comme tu dis, c'est ça. Et on dit toujours la même chose, hein, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et ça, c'est un des trucs que je trouve positif aujourd'hui dans notre société, avec justement l'essor des réseaux sociaux et le fait que tout le monde puisse créer du contenu et documenter les choses, c'est que ça va être beaucoup plus difficile aujourd'hui de masquer et d'effacer. Tout ce qu'on est en train de faire, on pourra moins nous déposséder. Alors, il y a quand même des leviers, hein. On peut quand même minimiser notre visibilité, essayer de minimiser notre impact, mais n'empêche qu'on est là et ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas nous retirer. Mais c'est vraiment ça, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs et ça, c'est un processus très commun et courant de ce système de domination, c'est que les dominés vont toujours chercher à amoindrir, voire effacer, supprimer les exploits, les accomplissements, les réussites, les découvertes, les créations des personnes qui font partie du groupe dominé. Quoi. Ça me fait penser à un truc, j'avais pas forcément envie de le citer, mais ce que tu disais, ça me fait vraiment penser à cet ex-président qui avait dit oui, l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je me dis, mais quand même, tu vois, ouais, quand tu dis qu'il y a des personnes, des présidents de la République dans un pays qui exploite encore énormément de richesses, qui exploite encore énormément de richesses, de ressources, etc., dans un continent, pardon, pas d'un pays, mais dans un continent qui est l'Afrique, qui peut dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, tu te rends compte quand même bah, justement de l'ampleur de ce système de domination. Et ça se répercute sur, enfin là je prends cet exemple-là, tu as pris l'exemple des femmes, mais en fait justement à l'intersection de tout ça, plus tu es à l'intersection en fait des systèmes de domination aussi, quoi. Et à quel point ça peut être lourd, lourd, ouais. Ouais, ouais, je rejoins complètement ce que tu dis. Enfin, c'est horrible, cette telle méconnaissance et en fait, le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent, ceux qui en savent le moins, qui peuvent avoir le plus d'impact, le plus d'influence et qu'après, il y a des gens qui vont penser, bah, pareil qu'eux. Parce que, encore une fois, l'esprit critique, il est pas là, ils vont pas se renseigner, ils se disent: «Bah, oh, il le dit, donc il a raison». Ou elle a raison si ça pouvait être une femme qui disait des choses, mais là, c'était un homme, en l'occurrence, un ex-président, donc c'est quand même très, très, très malheureux d'en arriver là et je pense même que c'est dangereux aussi dans le sens, de quand on supprime, des pans de l'histoire et ben, après tu vas forcément, par plus facilement malheureusement, reproduire les mêmes erreurs que dans le passé, parce que tu as pas cette connaissance de ce qui s'est passé et ben, ça refait des problèmes et on repart en guerre et que sais-je et c'est interminable, c'est un cercle vicieux, quoi. Exactement. D'où l'idée vraiment effectivement ben, de créer de la ressource, de créer de la ressource pour que les gens puissent s'informer, de partager des histoires pour qu'on voit aussi la diversité dans les histoires, les impacts, enfin, de tout ce qu'on peut vivre, de tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Hem Et la nécessité, encore une fois, d'essayer d'aller à la recherche de ces ressources-là pour avoir un esprit critique qui est plus développé et pas reproduire, comme tu dis, pas reproduire des systèmes qui ont déjà prouvé qu'ils ne fonctionnent pas. Mmh mh. Oui, parce que c'est vrai qu'on est actuellement dans un monde où c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir construire des nouveaux possibles, mais pour pouvoir construire des nouveaux possibles, il faut qu'on ait des scénarios positifs. Parce que ça me fait penser directement, par exemple, avec l'intelligence artificielle, parce que tout ce qu'on voit dans les films, dans les séries, dans les histoires, c'est: «Oh là là, finalement les robots, ils nous ont dominés, l'être humain, il est esclave de la nouvelle technologie». En fait, on voit que des scénarios catastrophes et on voit pas un seul scénario, enfin, il y en a, hein, mais je veux dire en minorité parce que j'exagère le trait volontairement, mais on voit beaucoup moins de scénarios, qui sont, bah, oui, on va réussir à sauver la planète, avec les nouvelles technologies. En fait, on a besoin de ces nouveaux récits pour, donner de l'espoir à l'humanité. On va pouvoir, sauver, je sais pas, l'égalité femmes-hommes, ça va pouvoir enfin se faire. Enfin, il faut qu'on nous matraque avec ce genre de récits plutôt que nous matraquer avec ça ou toutes les horreurs dramatiques qui peuvent se passer dans le monde à tout instant. Bien, après c'est important de le savoir, mais le problème c'est que si on parle que de ce qui se passe mal et pas ce qui se passe bien, bah, comment on peut avancer? Et nous, en plus, les êtres humains, on se concentre surtout sur le négatif. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est aussi pour ça, parce que tu as raison, il faut qu'on crée des narratifs, qui vont servir le mieux. Et ça, c'est un enjeu, sociétal, clair et précis. Mais c'est aussi pour ça que je lutte enfin, que j'agis pour l'empowerment et notamment l'empowerment des femmes. C'est que, comme je dis, il y a des barrières qui sont systémiques. C'est-à-dire, il y a des trucs sur lesquels, à titre personnel et individuel, on ne peut pas agir, pas seul.
et ça, faut pas le minimiser très clairement, c'est factuel. Maintenant, dans aussi la façon dont, bah, justement la société évolue, ça se développe, les idées préconçues qu'on ingère, qu'on ingère, qu'on ingère, il y a des barrières qu'on s'impose à nous-mêmes, des plafonds de verre qu'on s'impose à nous-mêmes. Mon approche de l'empowerment, c'est justement de pouvoir réaliser ça, déjà prendre conscience de ça et ensuite voir comment à échelle individuelle, tu peux conscientiser ça, et agir dessus pour penser et faire différemment. Parce que typiquement, quand tu vois, là, on parle de l'IA, et cetera, pour créer des narratifs qui sont plus positifs ou en tout cas plus enfin, qui porteraient plus de fruits que les narratifs qu'on a aujourd'hui, il faut des personnes pour les créer ça. Mais pour qu'il y ait ces personnes qui les créent, au-delà des compétences, il faut avoir, le courage et la confiance de se dire: «Je peux le faire». Aujourd'hui, ça n'existe pas, peut enfin, je te dis n'importe quoi, mais peut-être qu'aujourd'hui, des scénaristes, IA, femmes, ça n'existe pas et peut-être que c'est un des métiers qui existera demain, mais il faut que du coup, une femme qui se dise: «Ben, moi, c'est un domaine que j'aime, qui me plaît et cetera et c'est accessible pour moi». Il faut qu'elle puisse déjà avoir la possibilité de se dire: «C'est accessible pour moi, donc j'y vais et donc je vais créer ce qui n'existe pas encore» et c'est ça pour moi toute la notion de l'empowerment, c'est se dire à chacun enfin, de permettre à chacune, en l'occurrence, à chacun de façon générale dans la société, mais moi je m'axe sur les femmes parce que c'est là où j'ai constaté le plus de besoins. Comment moi, à mon échelle, dans le scope que je peux maîtriser, je peux prendre confiance en moi, prendre confiance en mes compétences, voir ce que je peux développer, là où je peux agir pour prendre ma place dans la société et créer ce qui n'existe pas. Sans prendre forcément tout le poids, parce que c'est énorme en fait quand tu dis des choses comme ça, c'est énorme, mais là l'idée c'est que chacun prenne justement un peu plus sa place, agisse à son échelle et en fait du coup ça fait la fameuse, enfin le fameux cercle vertueux du colibri, quoi, où chacun apporte sa petite graine, chacun apporte sa pierre à l'édifice et petit à petit, on crée des choses. Ouais, je suis encore une fois totalement en phase par rapport à tout ce que tu me dis et bah, forcément, ça me fait penser au mois de l'empowerment de Find Yourself où je trouve ça vraiment super de pouvoir aller à la rencontre de rôles modèles, de nouveaux rôles modèles, que ce soit par exemple là, ce que j'ai en tête dans les thématiques, c'était par exemple, bon, j'avais assisté à une table ronde sur la santé mentale, le désir, non-désir de maternité, l'endométriose. Bon, c'est vrai que ces sujets, c'était pas les plus récents, mais c'est ce que c'était avec eux que j'avais découvert, donc c'est pour ça que j'ai associé à ça, donc c'est normal que c'est ce qui m'ait plus marqué, mais je trouve ça vraiment bien de pouvoir, donner cette chance de rencontrer des personnes, qui nous ressemblent, heu, qui nous ressemblent pas forcément, on va dire, de couleur de peau ou de religion ou compagnie, mais nous ressemblent en termes de valeurs, en fonction d'expériences de vie et ça, j'avoue que je trouve ça vraiment chouette et je pense que, avoir voir des rôles modèles, enfin moi c'est ma vision des choses, c'est hyper bien, bah, pour, bah, les femmes notamment parce que c'est aussi mon sujet, que, pour qu'elles puissent s'inspirer, prendre confiance, se dire que, bah, moi aussi c'est possible. Parce que par exemple là, ça me fait penser, dans les présidents, bah, justement on n'a jamais eu de présidente. Du coup, forcément il y a un biais, on va la femme va pas se sentir légitime de postuler. Enfin, je suis pas sûre, enfin, je dis postuler, mais bon, je me crois encore, recherche d'emploi, mais J'ai tu vois? compris, en tout cas j'allais dire run for president, mais du coup, je l'ai en anglais, mais pas en français. De bon, on s'est comprises. C'est ça. Enfin si, c'est des candidats en soi, les candidats à la présidentielle, hein, donc oui, candidate. Ouais, mais du coup, oui, c'est vrai que s'il y a pas ce rôle modèle-là, après enfin, une petite fille qui va voir ça à la télé va se dire automatiquement: «Bah, il y a pas je suis pas dedans, donc ça me ressemble pas» et ça me fait aussi penser, hem, bah, par exemple à des petits enfin, moi, c'est pas quelque chose que je vis, mais que j'imagine, par exemple, toi, que tu as pu ressentir quand tu étais petite et si tu voyais, dans les séries, et compagnie que tu avais pas de personnes qui étaient de ta couleur de peau, qui avaient pas les mêmes cheveux que toi ou pas les mêmes problématiques que toi, que tu peux vivre en tant que personne, bah, après c'est difficile de s'identifier et de se dire: «Ah bah tiens, pour moi aussi, c'est possible» et ça me fait aussi penser aux cheveux crépus qui, il y a encore aussi pas mal de stéréotypes par rapport à ça et je me rappelle que lors de ta dernière, représentation, lors de ton dernier événement de Find Yourself, tu avais porté tes cheveux, en coupe afro et je sais que tu avais fait un post LinkedIn au début, tu avais un peu enfin, tu as eu ta coupe afro parce que du coup, tu avais pas le time de la préparer, mais en fait, de base, tu aurais voulu avoir des tresses parce que justement, tu avais un peu peur de ce qu'on aurait pu penser de toi et d'un côté, enfin, c'est vrai que je comprends même pas pourquoi il y a un cliché que tu as une coupe afro, ça veut dire que tu es pas coiffée. Enfin, j'avoue que j'ai du mal à saisir parce que c'est tes cheveux, enfin, c'est normal, enfin, tu laisses tes cheveux vivre comme ils sont, quoi. Ouais, ouais. Écoute, c'est marrant parce que je trouve que c'est un sujet, c'est que des comme je l'ai dit dans mon post, c'est que des cheveux et c'est pas que des cheveux.
Effectivement, en fait, donc du coup, ce à quoi tu fais référence, c'était la fameuse soirée de lancement de ce mois de l'empowerment de cette année, pour lequel j'avais prévu, bah, toute une tenue, une coiffure et cetera. En fait, au niveau de la coiffure, ça s'est pas passé du tout comme prévu parce que comme tu le dis, j'ai pas eu le temps de faire la coiffure que j'avais prévue et mes cheveux n'ont pas voulu coopérer aussi, il faut le dire. Ils étaient pas, voilà, il m'aurait fallu plus de temps pour arriver, là où je voulais aller. Donc du coup, bah, faute de pouvoir faire ce que j'ai prévu, j'ai laissé mes cheveux en afro, mais vraiment l'afro le plus libre qui soit. Et j'ai pas pu m'empêcher, alors que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là et que je travaille beaucoup sur les notions de, bah, justement de confiance en soi, d'affirmation de soi, et cetera. Mais en fait, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire: «Punaise, merde, j'ai mon afro pendant ce truc-là», alors que potentiellement il y a des investisseurs pour l'asso, il y a ci, il y a ça. Enfin, je peux pas j'ai intégré, malgré tout le travail que j'ai fait, l'idée selon laquelle effectivement je peux être discriminée à cause de mes cheveux n'est pas, ne s'est pas effacée, pas parce que c'est une croyance limitante que j'ai inventée toute seule, mais parce que c'est factuel. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a, bah, LinkedIn et Dove notamment qui ont fait, tout un rapport dessus, je crois qu'il date de 2022, sur la discrimination capillaire notamment, tu je crois que tu as 80 des femmes qui lissent leurs cheveux, des femmes aux cheveux bouclés, frisés, crépus, qui lissent leurs cheveux avant d'aller en entretien. Parce qu'en fait, tu sais, enfin, tu vois, tu as des personnes qui sont stewards qui peuvent pas, enfin, steward ou hôtesse de l'air, tu peux pas y aller en afro, il faut forcément que tes cheveux soient tirés. Tous les métiers, enfin, en gros, tous les métiers de représentation, le modèle, c'est le cheveu lisse. Et même au-delà des métiers de représentation, c'est les cheveux lisses, parce que toutes les personnes qui n'ont pas les cheveux lisses, tu te manges des réflexions, mais dès l'enfance, hein, du style, là, tu mis les doigts dans une prise, ah, c'est tout doux, c'est est-ce que je peux toucher, enfin, comme si tu étais un peu la bête de foire parce que tes cheveux ne sont pas ceux de la majorité. J'ai pas envie de dire la norme parce que, enfin, mes cheveux ne sont pas normaux, ça reste des cheveux avec de la kératine, enfin voilà, comme tout le monde. C'est juste qu'ils ont une forme qui n'est pas, la forme de la majorité et ouais, en fait, les cheveux, c'est un facteur de discrimination parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est considéré alors pourquoi? Je pourrais pas te dire pourquoi est-ce qu'on considère qu'un afro, ou des cheveux bouclés, des cheveux volumineux, en fait, en tout cas des cheveux qui prennent de la place et qui ne retombent pas sur des épaules, c'est considéré comme pas professionnel. Et donc du coup, ça, je le sais, en fait. Je le sais pertinemment parce que, bah, j'ai déjà eu des réflexions, j'ai déjà eu des enfin, on a déjà eu plein d'histoires, tu vois? Où des personnes se sont fait soit virer, alors après, tu vois, il y a des procès et cetera, mais soit virées, soit pas embauchées parce qu'en fait, elles avaient des coiffures qui étaient pas considérées comme assez professionnelles et donc du coup, juste pas lisses, quoi. Je le sais et en fait, ce jour-là, quand je me suis retrouvée avec cette coiffure, je me suis dit: «Punaise, merde, potentiellement, s'il y a des investisseurs, peut-être qu'ils vont se dire que du coup, je suis pas professionnelle et peut-être qu'ils vont se dire: "Bah, en fait, on va pas investir" ou enfin voilà». Je Parce que je sais que c'est très, très, très possible et que c'est très, très, très fréquent. Et donc du coup, j'ai fait un post sur ça parce que, bah, forcément, tu vois, il y a des personnes qui sont, comme toi, plus ouvertes et cetera et qui ont pas vraiment forcément conscience de tout ça parce que tu y es pas confronté, encore une fois, qui se disaient: «Mais merde, pourquoi? Je comprends pas», tu vois? Bah, en tout cas, bah, merci de nous avoir partagé ton expérience par rapport, bah, à tout ça, parce que je me dis qu'il y a des personnes qui nous écoutent comme moi, qui étaient pas forcément conscientes de ça et c'est vrai que moi, quand je t'avais vue sur scène, moi, je te trouvais, flamboyante, pleine d'énergie et tout. J'étais à 1000 lieues d'imaginer, que tu ressentais tout ça parce que, bah, moi, je trouvais que ça allait très bien avec ta tenue, je m'étais vraiment pas posé de questions, à ce sujet donc ouais, c'est pour ça que c'est vrai que l'éducation, c'est important de sensibiliser, pour les personnes, qui ne sont pas confrontées au sujet et comme ça, on peut prendre des prises de conscience et comme ça, en prenant des prises de conscience, on peut après, aider à notre tour si on remarque, bah, des commentaires, déplacés. On peut plus facilement remettre, potentiellement les personnes à leur place en fonction de notre personnalité, bien évidemment, on peut poser les limites, alors que si on sait pas, en fait, on va juste être choqué en disant: «Ben, pourquoi en fait?» et en fait, quand on est choqué, c'est plus compliqué de pouvoir rebondir, alors que quand on a la connaissance, là, c'est plus simple de pouvoir, bah, agir et faire en sorte que, bah, prendre la défense des personnes, qui sont chères pour nous, quoi. Exactement, mais c'est trop cool parce que ça, c'est vraiment la vraie posture d'allié, quoi. C'est j'ai conscience et si jamais effectivement demain tu vois que tu as une personne qui est moquée parce qu'elle a des cheveux volumineux, parce qu'ils sont bouclés, frisés, crépus, en afro et cetera, tu sauras qu'en fait, bah, c'est une microagression qui peut vraiment avoir de l'impact en fait, sur la personne et aujourd'hui, bah, en fait, au-delà d'avoir de l'im c'est déjà énorme, hein, mais au-delà d'avoir de l'impact sur la façon dont on peut se sentir, bah, en fait, si ça a un impact sur nos vies pro, sur, enfin, la façon dont on est considéré, bah, voilà, forcément, ça explique qu'il y a encore des personnes qui puissent pas, sortir avec leurs cheveux naturels et qui se soient enfin, qui se sentent obligées de défriser leurs cheveux, ou de les natter ou de porter, des perruques, des tissages, ce que tu veux, quoi.
parce que, en fait, la nature même du cheveu n'est pas acceptable et puis ça crée aussi une forme de non, au-delà de la non-acceptation de soi, un désamour en fait des attributs qui nous sont propres, quoi. Tu as beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent: «Ah non, mais j'aime pas, je me préfère avec les cheveux lisses. J'aime pas mes cheveux crépus, je trouve pas ça très beau. Sur les autres, c'est beau, mais sur moi, non». Pour moi, c'est juste le un symptôme très, très visible de, j'ai on m'a appris que j'étais pas belle telle que j'étais et donc du coup, il faut que j'adopte le type de cheveux d'un autre type de femme pour me sentir bien et belle. Mmh. Mais ça me fait penser par rapport à ce que tu dis que, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien parler dans mes podcasts car, je trouve que c'est un sujet tellement passionnant et important, c'est la découverte de soi, développer son amour de soi et hem et du coup, ouais, je me disais, ouais, si tu as des conseils pour développer son amour de soi, parce que moi, c'est vrai que l'amour de soi, c'est vraiment un trésor intérieur, qui fait notre unicité, encore une fois et que c'est hyper important de le valoriser et que tu as pas besoin d'être, bah, comme, la personne que tu vois sur Instagram ou dans ton entourage pour être bien. En fait, il faut juste que tu sois enfin juste, il faut que tu sois aligné avec toi-même. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est vrai, mais du coup, je me disais, ouais, si tu peux nous partager toi tes pistes d'amour de soi, d'alignement avec soi-même, parce que je me dis c'est des sujets qui sont tellement importants, surtout dans un monde, où aujourd'hui dans le monde du travail notamment, ce qui fait sens, bah, c'est justement du sens au travail et plutôt que, bah, faire les choses de façon mécanique, il faut pouvoir trouver, bah, ce qui nous fait vibrer derrière, quoi. Ouais, ouais, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment très important. L'amour de soi, c'est clairement quelque chose qui n'est pas cultivé et qui est pas appris dans, je pense, la plupart des familles, enfin, ni à l'école ni nulle part. On ne pose jamais enfin, on ne pose jamais pour te dire: «Alors apprends à t'aimer». Enfin, c'est hyper, voilà, quoi. Mais en tout cas, moi, dans ma quête de découverte de moi-même et d'amour de moi-même, le premier truc que je pourrais conseiller et de le faire le plus tôt possible, c'est vraiment apprendre à se connaître. Ça paraît vraiment très bateau, hein, mais mais vraiment se connaître. Comme quand tu fais la démarche de connaître un ami, de connaître, ton conjoint ou ta conjointe, de connaître ton équipe quand tu es au travail, la façon de travailler et cetera. Apprendre à se connaître soi. Un peu comme si tu te mettais un peu à distance et savoir, mais en fait, qui je suis, en fait, quel type de personne je suis et cetera et ça, pour moi, ça nécessite de passer du temps avec soi et donc du coup, de pas avoir peur de la solitude, pour réfléchir à soi, pour penser, pour regarder quelles sont les activités qu'on aime faire, tout seul, avec d'autres et cetera. Enfin, vraiment de s'observer tout simplement et de noter la façon enfin, d'en apprendre plus sur sa propre personnalité, parce que c'est clairement plus facile d'aimer une personne que tu connais qu'une personne que tu connais pas. Bateau, hein, encore une fois, disons-le. Heu et ça nécessite aussi, à un moment donné, je pense, de se distancer de ce que les autres projettent sur nous. Alors, je pense que vraiment ce que les autres projettent sur nous, ça peut être un bon indicateur. Quand on a un environnement qui est sain, attention, je le précise, parce que forcément, bah, tes parents, enfin ta famille au début, c'est ton premier cercle de socialisation et donc ce sont les premières personnes qui vont aussi te donner, les premières bases, les premières pistes pour pouvoir te construire en tant que personne et qui vont forcément projeter des choses sur toi et c'est les personnes avec qui aussi tu vas passer du temps donc effectivement, c'est important d'avoir un peu une idée de la façon dont ton entourage te perçoit et ce que les gens disent de toi parce qu'en fait, il y a peut-être des choses que tu ne vas pas pouvoir voir et que les autres voient. Mais c'est aussi important vraiment d'avoir ce temps de distanciation, heu, entre ce que les gens disent de moi et ce qu'ils pensent de moi et ce que je suis réellement. Et pour pouvoir tout simplement s'autodéfinir et s'autodéterminer. Je pense que c'est aussi une des bases de enfin pour moi, hein, dans ma vision des choses, ça fait partie aussi de l'empowerment, cette phase d'autodétermination, de qui je suis et qui j'ai envie d'être. Aussi tout simplement parce que, il y a un moment donné, on porte toutes et tous des masques. En société, tu portes un masque pour survivre. Dans ton entreprise, tu portes un masque. Parfois, face à des amis les plus intimes, tu portes un masque. Face à ta famille, tu portes un masque parce que tu peux pas être tout le temps 100% authentique. Malheureusement, tu peux pas l'être tout le temps. C'est pas toujours approprié, c'est pas toujours souhaitable. Des fois, tu as aussi besoin de te protéger. Mais pour voilà, revenir un petit peu à soi et à son authenticité, heu, encore une fois, passer du temps tout seul et s'observer en dehors de ce que les gens peuvent dire de soi. Donc ça, pour moi, je pense que c'est hyper, important et après aussi accepter que, toutes les notions de confiance en soi, d'estime de soi je pense que c'est différent. Je pense surtout la confiance en soi et l'amour de soi et tout, trouver qu'on est une personne entre guillemets «géniale» et cetera, c'est pas linéaire. Je pense que l'amour de soi, c'est pas lié.
s'aimer, ça veut pas dire forcément se trouver tout le temps génial, se trouver tout le temps au top, se trouver trop beau, ou trop belle ou, penser qu'on a les meilleures qualités du monde. Pour moi, s'aimer, c'est vraiment se dire: «Je me connais, je sais ce que je sais qui je suis, je sais quelles sont les parts d'ombre, je sais quelles sont les parts de lumière, je sais quelles sont les parts, que j'ai pas encore du tout explorées, sur lesquelles j'ai aucune idée. J'ai conscience de mes inconstances, de mes défauts et cetera». Et tout ça, je le regarde et je l'embrasse avec, gratitude et bienveillance parce que c'est juste moi, en fait, tout simplement et que je mérite mon amour autant que que les autres méritent, le mien, quoi, tout simplement. C'est vraiment un peu se considérer comme un ami ou une sœur ou tu vois, quelqu'un de particulièrement intime, et voilà et se traiter aussi bien qu'on traiterait la personne qui est la plus chère à nos yeux, en fait, tout simplement et ça, et la personne qui est la plus chère à nos yeux, des fois, elle fait des bêtises, des fois, elle est pas fiable, des fois, elle est pas au top, des fois, elle est enfin voilà, il y a des hauts, des bas, des fluctuations et cetera. Ça n'altère pas l'amour qu'on a pour elle et je pense que c'est vraiment avoir cette même considération-là pour soi-même que celle qu'on peut avoir pour les autres. Vraiment, je pense que en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression d'apprendre, quoi. De pas m'aimer que dans les moments où je suis au max de moi-même, mais aussi accepter que des moments où je suis pas du tout au max et en fait, je reste intègre quand même et que et que voilà, c'est important. Pour le coup, ouais, je partage exactement tes visions parce que je suis aussi dans une quête d'amour inconditionnel, parce que pour moi l'inconditionnel, c'est exactement ça. C'est s'aimer, dans les bons comme dans les mauvais moments, enfin quand on fait des choses bien, quand on fait les choses pas bien, être bienveillante, parce que voilà, c'est nous et on est, la personne la plus importante de notre vie. Exactement, tout à fait. C'est exactement ce que je dis tout le temps. La personne la plus importante de la vie, c'est effectivement, c'est vraiment je suis d'accord. Trop cool. Bon, c'est vrai que le temps passe très vite et du coup, là, on va passer tranquillement, vers la conclusion, même si c'est vrai que j'aurais encore adoré pouvoir continuer de discuter avec toi. Du coup, dans mes dernières questions, quel serait le mot de la fin par rapport à tout ce que tu nous as dit? Le mot de la fin. Ouh, je sais pas qui nous écoute, là, maintenant, enfin, au moment où la personne enfin, les personnes qui nous écouteront au moment où elles entendront ça. Mon mot de la fin, ça serait, bah, effectivement, j'encourage chacune et chacun à aller vers cet empowerment et encore une fois, l'empowerment, c'est pas que la version, le fameux, être la meilleure version de soi-même. Ça peut être un truc, hein, et c'est cool et il y a des moments où ça nous c'est important, ça nous pousse d'essayer d'être la meilleure version de soi-même, ça nous donne un but, ça nous donne, un élan, une motivation et cetera. Mais parfois, c'est pas ça. Parfois, l'empowerment, c'est juste se dire: «En fait, là où je suis, avec ce que j'ai quand même des capacités». Pas quand même, c'est j'ai des capacités, j'ai des aptitudes, j'ai des opportunités et j'ai le choix aussi de voir, j'ai le choix en fait de voir comment je veux voir ma vie, comment je veux entreprendre ma vie et quel est l'impact que je veux avoir sur ma propre vie et donc du coup sur celle des autres aussi. Hem, donc vraiment de jamais minimiser cette capacité à avoir de l'impact, quel qu'il soit, il y a pas de petit impact. Donc ça, c'est le premier truc que j'aimerais dire. Ensuite, ben, on a parlé d'amour de soi, vraiment j'en joins. J'encourage au maximum toutes les personnes qui nous écoutent à cultiver cet amour d'elles-mêmes. Hem, on est dans une société qui est pas toujours facile. Il y a vraiment des belles choses, mais il y a aussi des choses qui sont plus difficiles. Il y a des climats qui sont plus durs à vivre. Mais plus on a de la bienveillance envers soi, envers qui on est, plus on a de l'amour envers soi, plus je pense que c'est facile aussi d'en donner à d'autres. Donc cultiver ça au maximum et puis après, dernière chose, bah, ouvrez vos esprits, hein. Ouvrez vos esprits au maximum, parlez à des personnes qui ne vous ressemblent pas, parlez à des personnes qui ont des idées qui ne sont pas forcément, les mêmes que les vôtres. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une tentative de se convaincre forcément mutuellement, hem, mais ça veut simplement dire qu'on va échanger des points de vue et qu'on va encore créer des nouvelles façons de penser et se connecter les uns aux autres et lutter contre cette fameuse, bah, xénophobie qui nous empêche tout simplement de créer la société, qu'on mérite, tout simplement. C'est une très, très belle conclusion que tu nous as dit. Bon, malheureusement, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir rebondir parce que sinon on continuerait à parler, parler, mais vraiment merci pour ce partage. Heu, pour la suite, du coup, qui sont tes rôles modèles? Ah là là, c'était dur cette question aussi, punaise, mes rôles modèles. Je vais en donner 2. 1er, c'est là, enfin, quand tu m'as dit ça, j'étais en train de chercher et en fait, une des premières personnes qui m'est venue, c'est Angela Davis. Hem
donc militante afro-américaine, qui a beaucoup œuvré pour les droits civiques et en fait, je sais plus, je m'étais replongée un petit peu dans son histoire et je l'avais trouvée vraiment fascinante cette femme, en fait, parce que, elle avait eu notamment aussi la capacité de fédérer au-delà des frontières, heu et elle a vécu beaucoup de trucs qui étaient pas faciles, enfin des mandats d'arrêt, des trucs et cetera et malgré tout, elle a toujours eu cette intégrité et ouais, j'ai de l'admiration pour les personnes qui sont convaincues, qui ont des combats qui sont justes, en tout cas qui me semblent justes et qui malgré l'adversité, gardent cette intégrité et continuent à avancer. Heu et à fédérer autour d'elle et à propager des choses, du savoir et cetera. Enfin, je trouve ça vraiment admirable donc je dirais Angela Davis et après pareil, j'ai l'impression que ça fait très bateau, mais c'est vraiment vrai, parce que c'est aussi enfin, ça explique aussi pourquoi je fais ce que je fais quand j'essaie de montrer des rôles modèles qui sont aussi des rôles modèles du quotidien et qui sont pas connus de tous. Je dirais ma mère et ma grand-mère pour, l'éducation en fait qu'elles ont donné, en fait et l'histoire de famille qu'elles ont créée par leur parcours à titre, vraiment très personnel. Je parle des valeurs qu'elles nous ont enfin qu'elles m'ont inculquées. Je parle du type de femmes qu'elles ont été avec, tout ce qu'elles ont pu vivre, dans leur vie. Hem et je parle de vraiment ce que de ce qu'elle représente, en fait, aussi dans ma vie et dans ma conception de c'est quoi être une femme accomplie. C'est vraiment des personnes qui m'inspirent et chaque jour, je me dis: «Si je peux être la moitié de ce qu'elles sont pour moi, pour mes enfants demain, en fait, j'aurais tout réussi dans ma vie», donc voilà. C'est très beau et très profond ce que tu nous dis et bah, je comprends tout à fait, que, bah, moi aussi dans mes rôles modèles, ma famille, c'est hyper important donc bien sûr après pour c'est important pour nous, mais il y a d'autres personnes qui sont pas famille et c'est OK aussi. Du coup, c'est très bien, bah, de mettre en lumière, ces femmes, qui ont impacté notre vie et grâce à elles, on peut réimpacter le monde aussi donc ouais, je je comprends. Tu vois, c'est encore une fois cette notion d'impact, jamais minimiser l'impact qu'on peut avoir. C'est des femmes qui seront jamais connues, mais Dieu sait ce qu'elles ont fait pour moi et pour d'autres et on est nombreuses comme ça, donc jamais minimiser tout ce qu'on peut faire dans la vie. Entièrement d'accord avec toi. Et du coup, pour continuer les petites questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Ça aussi, j'ai lutté, punaise. Eh bah, écoute, je vais faire, je vais prêcher pour ma paroisse entre guillemets, déjà le matrimoine féministe. Trop mignonne. Parce que bah, non, mais je sais que tu as enfin, c'est tout le taf que tu es en train de mettre en place pour rendre accessibles justement ces notions de féminisme, les rendre accessibles à toutes et à tous, permettre de questionner, partager des histoires de vie. Enfin, moi, je suis hyper, merci de me donner la parole. Enfin, tu vois, je suis entre guillemets «personne» et pourtant enfin, on se connaît, on fait des choses ensemble et tu me permets de donner la parole et peut-être que ça va inspirer ou en tout cas questionner certaines personnes donc et puis voilà, tu inspires aussi plein de personnes. Enfin, tu fais ce travail justement, cet effort encore une fois de mettre en lumière tout ce qui doit être mis en lumière dans cette société, donc ça, c'est hyper important. Donc ça, je dirais le talk show Find Yourself aussi parce que, bah, pareil, on et le podcast, on parle enfin, pour le podcast, on a parlé plus de développement perso. Le talk show, c'est vraiment aussi pareil des histoires de vie ou, des sujets très précis sur lesquels il faut qu'on parle plus et encore une fois, on voit des femmes diverses et variées que vous auriez peut-être pas vues, en fait, ailleurs forcément, sur des sujets sur lesquels vous ne seriez peut-être pas questionné parce que ça vous concerne pas. Mais en fait, quand on écoute les histoires des gens, même si ça paraît très éloigné, il y a toujours un truc où on se dit: «Ah punaise, en fait, effectivement, moi aussi j'ai vécu ça» ou «Ah ouais, ça je l'avais jamais vu comme ça. Ah ouais, mais telle personne, ah mais ça je comprenais pas». Enfin vraiment, il y a toujours un truc qui nous permet de connecter un petit peu à l'autre et donc du coup, bah, qui nous permet de grandir en fait donc voilà pour les ressources que je donnerais. Merci du partage et bah, merci encore d'être venu à mon micro, ça me fait très plaisir. Bon, il reste encore 2 questions donc le la fin, ce sera juste après. Mais ouais, ça me fait très plaisir, de discuter avec, plein de femmes qui m'inspirent et qui, j'espère, inspireront les personnes qui nous écoutent. Et du coup, il reste 2 dernières questions. Du coup, c'est que signifie pour toi le terme féminisme? Pour moi, le féminisme, c'est l'égalité sur ce sur quoi on peut être égaux. L'égalité entre les genres, donc là, je vais parler homme-femme, mais après, bien évidemment, ça peut s'étendre à, tous les pans de la société, heu et je précise pour moi ce sur quoi on peut être égaux. Ce sur quoi on peut être égaux, c'est, économiquement parlant.
un homme et une femme qui ont le même niveau de compétences, qui ont les mêmes aptitudes et les mêmes responsabilités, qui soient payés de la même façon. Qu'on n'aille pas discriminer une femme parce que, soi-disant, elle va tomber enceinte et cetera. Il y en a un président qui nous parle de réarmement démographique. En plus, on a envie de vous dire, genre, on est des munitions, peu importe. Bon, voilà, on va mettre ce sujet de côté, mais en fait, on contribue à la société au même titre que n'importe qui. Donc, payez-nous à notre juste valeur et fin. Ça va être au niveau de la charge mentale dans les familles. On est 2 pour concevoir l'enfant, je parle dans les couples hétérosexuels qui sont classiques. Il y a pas de raison que moi je sacrifie plus que l'autre personne avec laquelle j'ai décidé de concevoir cet enfant ou ces enfants. Répartissons-nous les tâches pour le bien-être de l'ensemble du foyer. Ça va être l'occupation de l'espace public. C'est pas normal que moi, le soir, je doive calculer l'heure à laquelle je rentre ou je dois dépenser plus d'argent que n'importe qui pour prendre, des transports, enfin pour prendre un taxi, pour rentrer chez moi et taxi dans lequel je suis toujours pas en sécurité, forcément, pour pouvoir rentrer chez moi parce que je peux pas disposer de l'espace public comme je veux ou que je dois me faire toute petite dans le métro parce que, Jean-Mich, il a décidé d'écarter ses jambes, comme s'il était prêt à faire le grand écart. Enfin, vraiment, tous ces sujets-là, en fait, sur lesquels, on est des individus et en fait, notre genre ne devrait pas avoir d'impact sur la façon dont on est considéré, traité et et mis en valeur. Sur ça, je veux l'égalité. Je parle pas d'égalité sur la force physique, le ceci, parce que souvent, ça, c'est un des trucs qui revient: «Bah, oui, mais vous l'êtes égaux aux hommes, et beh, dans ces cas-là, on fait la bagarre». Bah, non, en fait, enfin, non, justement, Jean-Mich, c'est pas de ça dont il s'agit. Donc, vraiment, voilà, pour moi, c'est ça. Ce sur quoi on peut être égaux, égalité. Pour moi, ça, c'est ça le féminisme et ouais et aussi le féminisme, c'est aussi, bah, encore une fois, c'est lutter contre cette société patriarcale qui finalement est nocive aussi bien pour les hommes que pour les femmes et pour les minorités de genre et pour les personnes, encore une fois, qui sont dans l'intersectionnalité, en fait. Parce que ce système de domination, il est enfermant aussi pour, ceux qui sont dans le groupe des dominés, parce qu'ils ont énormément de privilèges, mais ils ont aussi énormément d'injonctions qui les ferment et qui les empêchent de vivre certaines choses, qui nous permettraient en fait de connecter davantage et donc du coup de créer des choses plus vertueuses. Donc, faisons en sorte en fait juste que chaque individu puisse être un individu avant d'être un homme, une femme, une personne trans et cetera, quoi. Waouh, je suis totalement en phase avec tout ce que tu as dit, c'était très beau, c'est très bien expliqué, donc merci. Avec plaisir. Et la dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Punaise, alors franchement, j'ai plein de personnes, mais du coup, ce qui me tue, bah, en fait, il y a plein de personnes du mois d'empowerment que je dis: «Mais ça serait trop bien» et j'ai vu que tu en as interviewé plein, donc je suis hyper contente, enfin plein d'intervenantes, qui me fascinent, donc j'aurais dit Asli, Stencia, Morgane, mais je crois que c'est que des personnes que tu as déjà interviewées ou que tu vas interviewer. Si je pouvais donner une autre personne, j'aurais dit Valérie Aguila. Je sais pas si elle est déjà prévue. Heu, Valérie Aguila, ma grande copine que j'aime beaucoup aussi, qui est la fondatrice de Gen Club, qui est aussi une asso. Ah mais attends, si, ça me dit quelque chose. Elle a pas enfin, je crois que je l'ai interviewée elle sur, le SOPK de mémoire. Elle a été à Fan Yourself, à notre, la dernière fois. Alors c'est fort possible, elle est déjà venue à des tables rondes de Find Yourself, ouais, plusieurs d'ailleurs. Heu, alors je sais pas si la dernière fois que tu y étais, vous vous êtes croisés, je sais plus. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai croisée, mais, j'ai l'impression que enfin, elle est pas programmée, parce qu'en fait là, pour les personnes qui nous écoutent, voilà, petite, coulisse de Matrimoine féministe, j'enregistre, mes épisodes, bah, là, de mi-mars jusqu'à fin juin et après je reprends à partir de septembre jusqu'à décembre. Donc, de mémoire, elle fait partie de ces invités, du 2e round. OK. Enfin, c'est fort possible, hein, parce que mais vraiment, sinon tout le vivier des personnes que j'aimerais qu'elles sont toutes, enfin, je pense que tu en as vu énormément d'entre elles, pendant le mois de l'empowerment, donc je pense à Valérie, je pense à Souba Brunel, je pense que tu l'as déjà aussi interviewée Bah, elle va être interviewée également. et Tsipora Sidibé aussi sur le désir et non-désir de maternité. J'avais voulu l'interviewer, mais elle était pas, disponible pour le moment, pour, faire une interview, donc potentiellement plus tard. Bah, voilà, et après sinon, tu as Anaïs Abchar de One enfin j'ai plein de noms, enfin tous les noms en fait du mois des femmes de l'homme du mois de l'empowerment. Je pense que tu peux y aller pour toutes. Elles sont toutes géniales, vraiment. Et toutes elles ont vraiment une vraie valeur ajoutée, des choses à apporter, un esprit critique, parfois un esprit politique, enfin souvent un esprit politique. De toute façon, ce qu'on fait, on va pas se mentir, c'est politique et heureusement. Mais ouais, tu peux y aller. Toutes, elles sont géniales.
Trop bien, merci. Bah, c'est aussi grâce à toi que j'ai pu les rencontrer, parce que je trouve ça aussi chouette, de pouvoir rencontrer, d'avoir pu rencontrer au moins une fois en vrai, certaines de mes invitées. C'est pas le cas de toutes, mais quand ça a cette opportunité-là, bah, je trouve ça chouette et bah, merci parce que c'est grâce à toi aussi que Matrimoine féministe existe sous cette forme actuelle. Mais ça me touche vraiment, tu vois? Comme quoi je me dis, tu vois, des fois je suis là, c'est dur, hein, d'entreprendre, enfin tu peut-être que tu feras des podcasts sur ça et tout, franchement c'est dur de d'avoir un projet social et des fois tu es là, tu as envie d'abandonner et tout et en fait, tu vois, quand tu me dis des choses comme ça et que je me dis: «Bah, en fait, si ça t'a poussé aussi à faire ce que tu veux, en fait, ça valait tout l'or du monde là, ça valait le coup que je fasse tout ça et je suis hyper contente donc merci pour ces dédicaces, ces femmages et merci pour ton travail parce que c'est incroyable ce que tu crées et je te souhaite, beaucoup de succès et merci pour ta contribution dans tout ce qu'on fait. Oh, merci beaucoup. Bah, je fais tout pareil, parce que voilà, ouais, encore une fois, sans toi, Matrimoine féministe n'aurait pas cette forme. Je t'ai aussi fait une dédicace sur mon site internet parce que ça me semblait tellement important. Donc voilà, je trouve ça important de reconnaître, les personnes qui nous poussent vers le haut et dont le travail, nous aide à avoir de l'impact sur notre vie et à faire des transformations personnelles, professionnelles. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir et merci mille fois à toi pour ce retour. Avec grand plaisir et bah, du coup, merci aussi aux personnes qui nous ont écoutés, jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!